podcast! Salut les poulets! Donc, bienvenue à notre nouvel épisode du podcast des poulets agiles. Aujourd'hui, sur le sujet, on aimerait ça pouvoir parler d'un sujet quand même chaud qui est pour un Scrum Master, quand on intervient à travers une équipe Scrum, quand est-ce qu'on ouvre ou on ferme le bec? Donc, ça, c'est la question du jour. Et donc, les gars, on est ici présentement avec Fabien, Michael et moi, Philippe, pour l'épisode. Et puis, moi, les gars, je vais vous lancer le bâton et dire comment est-ce qu'on peut intervenir? C'est quand le meilleur moment pour intervenir dans une situation d'une équipe Scrum? Ben écoute, merci Phil pour la question. C'est une super bonne question. Puis je pense pour prendre le bâton, pour l'attraper, ça prend le bec ouvert. Sinon, le bâton, il tombe. Ça, c'était ma réponse stupide à ton début. Mais la vraie réponse, c'est quelque chose qu'on va parler ensemble avec Fabien puis toi, parce que c'est simple, mais c'est compliqué en même temps. T'en penses quoi, Fabien? Euh, Mucho complicado en fait, hein. Effectivement, on a beaucoup de sujets à couvrir aujourd'hui. On va les effleurer. On gère les attentes, on va effleurer les sujets. Ça se peut qu'on on creuse pas dans le fond juste pour s'offrir la place plus tard de les réaborder. Ou ça se peut aussi qu'on se dise finalement celui-là on veut y aller un peu plus tard, mais il y a tellement de thématiques qu'on peut aborder aujourd'hui que on vous spoil un petit peu à l'avance. Attention, il y a beaucoup d'infos aujourd'hui, donc ça se peut qu'on on creuse pas tout. Beaucoup de sujets, puis on pensait également en plus les aborder sous les différentes étapes de maturité d'une équipe. Donc, est-ce qu'on est plus dans une phase de forming, de storming, de norming et de performing. Donc, avec tous ces aspects-là, ça permet beaucoup d'angles d'attaque, donc beaucoup de possibilités de se parler. Ouais, j'avoue, c'est un bon point parce que selon l'équipe est rendue où et selon le Scrum Master est rendu où, ça peut être un peu pas du tout les mêmes façons d'approcher de l'intervention. Fait que je sais pas, je pense qu'on va commencer par la sous-question de ça, ou le sous-point de ça plutôt, qui est donner la solution versus laisser l'équipe y arriver par elle-même. Parce que bon, on commence en tant que Scrum Master, de temps en temps, on voit des manques dans l'équipe, puis on est vraiment intrigué, on veut vraiment intervenir et leur faire rendre compte, hey, moi j'ai observé ci, j'ai observé ça, mais bon, est-ce que l'équipe n'est pas capable de faire ça par elle-même aussi? Et c'est justement un premier point où c'est intéressant parce que je pense, selon moi, qu'on va avoir un angle et une approche différente en tant que Scrum Master. Aussi, juste pour élargir un petit peu l'éventail de la discussion, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est pas nécessairement juste au Scrum Master de faire ce type d'intervention. Peut-être que l'équipe peut se sentir libre s'il y a des personnes qui ont plus ou moins d'expérience de le faire. Mais typiquement, quand on se place dans une équipe Scrum qui vient d'être formée, donc les gens ne se connaissent pas, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Effectivement, on pourrait tenter de se dire, oui, je veux donner la solution plus rapidement, je veux que l'équipe grandisse par elle-même plus rapidement et tenter de donner toutes les solutions. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on embarque dans le train, dans le wagon de Scrum, en fait, si vous êtes plus mature en tant que Scrum Master, vous avez un peu plus d'expérience, il faut laisser le temps aux autres aussi dans l'équipe Scrum de faire leurs propres erreurs, d'apprendre et puis d'avancer. Donc effectivement, une des premières postures, je pense, quand on pourrait se questionner, c'est dans une phase de formation, est-ce que finalement on veut déjà donner toutes les clés d'un coup ou pas, parce que ça nécessite finalement de laisser le temps à l'équipe de digérer l'information que l'on souhaite partager. Je ne sais pas si ça t'inspire d'autres thématiques, Mike ou Philippe d'ailleurs, hein, si vous avez d'autres envie de rebondir sur ce que je viens de dire. Est-ce que Ben, moi, j'avais... est-ce qu'on Ah, est-ce vas-y, qu'on a Phil. un exemple? Est-ce qu'on a une situation, un exemple qu'on pourrait donner pour imager là, ce que tu viens de dire?
Oui, absolument. Moi, j'allais faire un petit recul une petite parenthèse juste pour préciser mieux les formes de maturité d'équipe. Quand on dit forming, storming, norming, performing, c'est vraiment l'équipe. C'est pas les gens dans l'équipe. Tu as beau avoir des personnes là-dedans que ça fait 15 ans qu'ils travaillent en agilité, mais dans cette équipe-là, ça fait 2 semaines qu'ils travaillent ensemble, par exemple. Donc, se retrouvent quand même dans la première phase de l'équipe se forme, apprend à travailler ensemble. Donc, c'était juste une petite précision. Fin de la parenthèse. Donc, les exemples de coaching à faire. Donc, on parle toujours d'intervenir au bon moment. Il y a selon moi, des événements Scrum, si on prend la méthode Scrum comme exemple, qui s'y prêtent plus. Par exemple, tu sais, le daily, c'est vraiment un meeting pour l'équipe de développement. Donc, moi, en tant que tel, personnellement, c'est très rare, je vais intervenir dans le daily, sauf s'il y a des points qui me semblent vraiment évidents qui n'ont pas été discutés à la fin du daily. Je vais peut-être poser des petites questions comme est-ce que ça couvre tout ce qu'on a besoin pour la journée? Des petites questions très ouvertes, juste pour faire réfléchir un peu, mais c'est rare que je vais couper quelqu'un dans son daily parce que ça s'y prête juste pas. En théorie, le Scrum Master, on rappelle qu'il n'est même pas obligé de se pointer au daily. Sa présence n'est vraiment pas requise. Doit rester disponible si l'équipe a besoin de lui, puis qu'il va venir dans le daily. Mais par expérience, moi, ça m'est quasiment jamais arrivé. Par contre, il y a d'autres types d'événements comme le planning ou le grooming, même si le grooming ne fait pas partie du guide Scrum. Toutes les équipes que j'ai côtoyées en font des grooming et je pense que c'est nécessaire pour avoir un bon planning. Le grooming, moi particulièrement, c'est là que j'ai vu le plus de situations à intervenir. Toi, je ne sais pas, Fabien, si ton expérience va dans le même sens. Bah, le grooming spécifiquement, puis il faut rappeler que chaque contexte est différent. Puis merci d'avoir fait le rappel qu'on parle vraiment de maturité d'équipe, pas de personnes nécessairement. Ouais, typiquement, le daily, si je peux compléter ta réponse, ça serait vraiment quand tu y assistes, puis tu es pas nécessairement, obligatoire en fait, en tant que Scrum Master d'y assister. Ça serait vraiment s'assurer finalement que l'équipe va quand même bien dans la direction sur laquelle on s'était, établi, et qu'on part pas dans toutes les directions, hein, à dire: «Ouais, tant qu'à faire ça, je pourrais faire ça aussi». Donc c'est juste faire des petites piqûres de rappel, au besoin, mais effectivement, c'est le 100 la place, pour l'équipe de développement. Puis peu importe le format, faut que ça réponde aux besoins et à la manière dont ça fonctionne pour l'équipe. Ma réponse va être souvent la même en fait pour tous les autres événements Scrum. Je pense pas qu'il y ait de recette miracle. La recette, il faut que l'équipe se la trouve. C'est pour ça que donner des solutions, c'est pas forcément la place. Puis pour donner un exemple et imaginer et répondre à ta question que tu posais, Philippe, par exemple pour le planning justement, puis je pourrais rebondir après dans les grooming. Le planning, dans certaines équipes, on va vouloir, parce que l'équipe est comme ça, aller découper vraiment les récits en plein de sous-tâches, quitte à aller faire des estimés plus spécifiques du temps que ça peut représenter. En tout cas, vraiment tomber dans finalement de la mini gestion de projet à l'échelle d'un planning. C'est quelque chose que j'ai vu quelques fois quand même se faire. Et d'autres équipes, à l'inverse, juste se dire: «OK, ben, ça c'est finalement pour réaliser ce besoin, on aurait besoin de réaliser telles étapes», être beaucoup plus générique et s'offrir la possibilité de dire: «Beh, telle personne peut travailler dessus, mais ça va changer en cours de sprint». Donc certaines personnes auraient besoin d'être plus, canalisées. Moi, c'est pas forcément mon approche de dire, d'inciter à aller faire des estimés de sous-tâches et de rentrer dans le micro détail. Non, non, faut que ça soit la recette qui convienne à l'équipe de développement, sur le why, sur le how, pardon, sur comment on réalise, le travail pour, un planning. Donc finalement, c'est ça, mais selon une équipe à une autre et selon, comment l'équipe interagit, on pourrait aller creuser plus dans ce détail spécifique-là de sous-tâches, et il y a une équipe qui va être super confortable de se dire: «OK, mais pour ce récit-là, moi, j'ai même pas besoin de sous-tâches, c'est très clair pour moi». Donc tu sais, c'est comme pas aller pousser les changements. Mais ce que je veux dire en arrière de ça, c'est que d'une équipe à une autre, les façons de dérouler un planning, les façons de dérouler un daily, de dérouler un grooming pourraient être différentes. Les grooming, encore une fois, ça ne peut
pareil comme toi, Mike. Ça peut être un sujet qui va varier d'une équipe à une autre. Et finalement, dans certains cas, on veut arriver dans un grooming, puis juste faire du pointage, on veut que tout soit clair en amont. Parfois, c'est juste des sessions pour éclaircir les besoins. Et ça, c'est un petit peu des attentes qu'il faut établir assez rapidement avec les différentes parties prenantes de l'équipe. C'est que finalement, il y en a qui vont avoir des attentes par leur expérience passée, que moi, quand j'étais en grooming, je faisais juste du pointage, paf, 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 on passait toutes les récits à la chaîne, puis ça y allait. Et quand on tombe dans des sessions où les personnes vont aller donner, justement, vont creuser, poser plein de questions, ça risque d'agacer ces personnes qui, par habitude, avaient déjà les réponses claires à ces questions avant de rentrer dans les sessions de raffinement. Donc, c'est plus un peu établir le cadre de la rencontre, c'est quoi l'objectif, et gérer les attentes. Et finalement, ça, encore une fois, je pense que donner la solution quand on est Scrum Master, c'est pas nécessairement la bonne option. C'est plus essayer de tirer les changements plutôt que d'essayer de les pousser. Ça serait une première tendance de réponse que je pourrais te donner. Ouais, j'aime ça. Ça va dans le même sens un peu que j'allais, mais tu m'as fait penser à quelque chose avec qu'est-ce que tu disais. Puis moi, je pense que ça dépend aussi du staffing de l'équipe, comment l'équipe est formée. Euh, j'ai vu souvent dans des équipes qu'il y a un développeur qui a le rôle de lead, qui va monopoliser beaucoup de place dans ces événements Scrum-là. Puis, où intervenir comme Scrum Master, c'est aussi donner la chance à tout le monde de s'assurer d'avoir bien compris, parce qu'on connaît tous l'être humain à la base qui n'aime pas décevoir. Là, fait que tu vas voir beaucoup de gens qui ne diront rien parce que ça fait beaucoup de sens pour eux ou parce qu'ils ont peur d'avoir l'air imbécile en posant une question. Mais si après, tu viens pour faire la tâche pendant le sprint puis tu n'as rien compris de la tâche dans les autres événements qu'il y a eu avant pour se préparer avant de faire cette tâche-là, eh bien, c'est pas juste toi que tu pénalises, c'est l'équipe au complet. Donc, si on a toujours besoin du lead pour avancer, et à quelque part, je pense que c'est important d'intervenir en tant que Scrum Master pour s'assurer, un, que tout le monde a compris, puis deux, dans un temps un peu plus loin, qu'on irait peut-être dans un storming, une équipe un peu plus mature que la première phase, ben c'est important de demander aux autres de prendre la parole et prendre le lead aussi. Vous avez tous les deux dit quelque chose de vraiment intéressant que j'aimerais ça regrouper, puis c'est dans une équipe, mettons tu es un nouveau Scrum Master dans une équipe, comment est-ce que tu fais pour mettre en place cette idée de, comme on disait, il faut dire les choses qui ont bien été, qui n'ont pas bien été. Comment est-ce qu'on fait pour mettre un frame pour justement pas que ce soit juste du pointage de doigts ou en prenant en considération aussi de tous les types de personnalités des gens. Il y a des gens qui vont être plus timides, plus réservés, d'autres qui vont être plus ouverts, plus qui vont vouloir parler, qui vont vouloir dire des choses participatives. Fait que comment est-ce qu'on fait en tant que Scrum Master pour mettre ce framework-là dans ce contexte-là? C'est une bonne question. Ça dévie un peu du sujet, mais j'aimerais ça y répondre rapidement parce que c'est une bonne question. Ça va avec la façon que l'équipe a commencé. Quand on commence à monter une équipe, c'est pas genre jour 1, on commence déjà à travailler sur du stock, là. Il y a des phases préparatoires avant de se mettre à travailler. Puis, je pourrais évoquer le Ways of Working, qui est un espèce d'artefact qu'on s'assure de monter ensemble en équipe sur tout justement qu'est-ce qu'on fait dans chacune des rencontres, combien de temps qu'elle va durer la rencontre, qui est invité à cette rencontre-là, qui est nécessaire, qui est optionnel. Des façons de travailler, ça peut aller jusque, puis moi je l'ai fait avec des équipes, ça peut aller jusque dans, quand on ne vient pas à certaines rencontres, on avertit l'équipe avant. Quand on veut prendre des vacances, on s'assure que ça va fitter avec l'équipe avant de les prendre, puis juste d'annoncer aux autres, « Hey guys, demain je ne suis pas là pendant un mois. » C'est juste de s'entendre sur un cadre. Puis pour finir de répondre à ta question, je dirais que le guide Scrum en soi est assez évident là-dedans. Du Scrum ou de l'agilité, ou peu importe qu'est-ce qui est le framework agile en arrière, que ce soit Kanban, du XP Programming, peu importe. En arrière de ça, il y a une chose qui est toujours reliée à ça, c'est les valeurs en fait. Et Scrum les définit très bien, d'être ouvert, d'être focus, d'avoir du courage, d'avoir du respect, d'avoir de l'engagement. Mais à la base de ça, les piliers de l'agilité, de l'empirisme, c'est adaptation, inspection, transparence.
Puis quand on a une ouverture psychologique comme ça, puis qu'on se sent sécuritaire psychologiquement plutôt que ouvert psychologiquement, un petit paix de cerveau ici de ma part, euh, on est capable d'avoir ces genres de discussions-là où que si quelqu'un arrive en monopolisant la conversation, puis en tant que Scrum Master, tu interviens en disant non, mais c'est intéressant, qu'est-ce qu'il disait l'autre quand même, puis que l'autre, il se fâche, puis qu'il veut juste monopoliser tout, ben ça fait un méchant bon sujet de, un, rétrospective d'équipe, et deux, un beau petit one-on-one à organiser avec la personne qui prenait trop de place et la personne qui prenait pas assez de place. Pour essayer que tout le monde ait sa voix dans l'équipe. Parce que si c'était juste l'histoire d'une personne, à ce moment-là, pourquoi qu'on a bâti une équipe? Yes. Dans mon cas, j'aime ça vraiment avoir la casquette de formateur dans un premier temps. Donc vraiment rappeler c'est quoi les objectifs des rencontres, pourquoi elles existent. Puis en plus de ça, comme Mickaël l'a soulevé, rappeler les intentions, finalement les valeurs qu'on veut transmettre à travers Scrum. Donc, c'est effectivement des rappels que je fais initialement en amont de chacune des rencontres, surtout quand on est plus dans une phase de formation. On s'entend que quand ton équipe est en train de performer, que ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, le rappeler, tu vas pas le faire à chaque fois. C'est peut-être de temps en temps, éventuellement, si tu vois des petites rechutes, mais faire des rappels des intentions de chacun des événements et des postures à avoir. Ça mange pas de pain d'avoir un petit rappel de temps en temps, mais peut-être pas à chaque fois et pas aussi fréquemment. Après, pour ce qui est de l'intervention en elle-même, c'est toujours un peu délicat parce que tu essaies quand même de faire en sorte que les discussions aient lieu. Tu sais. Tu veux que tu aies une certaine forme de transparence, mais tu veux pas que ça aille trop loin non plus et que ça tombe dans des conflits. Et justement, quand Mike le disait tout à l'heure, c'est effectivement, il faut trouver le bon. Puis ça, c'est selon l'appréciation de chacun. Chaque être humain est différent. Puis les perceptions qu'on va avoir, nos capteurs vont réagir un petit peu différemment selon les situations. Ça se peut que certaines personnes l'attrapent plus facilement, d'autres personnes aient plus de mal à attraper dans certains contextes, certains types d'échanges. Donc, ça va varier selon une personne ou une autre. Et donc, effectivement, je pense que c'est important dans un premier temps que tout le monde ait sa place à la discussion et que tu puisses prendre le temps, en fait, dans ton deuxième rôle après le formateur, ça serait plus le facilitateur, de s'assurer justement qu'avant de passer à un sujet suivant, que tout le monde ait eu la place finalement de discuter et ait eu son temps de parole. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus de place, qui ont besoin de se faire plus entendre, qui sont des grands sentimentaux, et tu as des personnes qui sont très introverties, qui à l'inverse, moins de place elles vont prendre, plus elles vont être heureuses, mais il faut quand même que chacun ait la place pour discuter. Puis finalement, encore une fois, on ne tombe pas dans la solution, mais si on veut que la solution émerge et qu'elle convienne à tout le monde, il faut que chacun ait la place de discuter. Donc, c'est vraiment ce volet-là, dans un premier temps, dans les phases de formation et de storming, de tempête, de laisser cette place-là à chacun pour discuter. Indéniablement, et je rebondis sur le point de Mickaël aussi, ça prend un cadre mis en amont avec l'équipe pour la gestion des attentes de chacun. De se dire, soyez à l'heure aux rencontres quand tu prends en vacances. Enfin, vraiment, le cadre comme Mickaël l'a établi, c'est un besoin nécessaire et ça vous aidera fortement par la suite pour éviter tout type de conflit pendant les événements ou même en dehors. Ouais, c'est un peu comme dans un couple. Je reviens avec mes exemples de la vie courante parce que c'est ça mon travail aussi, d'imager les choses. Puis je pense que, tu sais, les chicanes qu'il y a dans des couples, c'est juste parce que souvent les attentes sont pas claires. Ça peut être de quoi d'aussi ridicule que je savais pas qu'il fallait que je te texte quand j'allais revenir 2 heures plus tard que je pensais. Et puis ça peut éviter bien des choses d'avoir des trucs clairs d'avance. Puis souvent, on va chercher un compromis à avoir là-dedans, puis juste que tout le monde suive un peu son cours. Fait que c'est un peu ça le but d'avoir une équipe autonome, autogérée. C'est qu'au final, comme Fabien disait, les introvertis qui n'ont pas besoin de voicer leur opinion, de lever haut et fort le ton pour faire prendre quelque chose, si ces personnes-là performent super bien puis que les sprints sont livrés super bien, ben, je ne forcerai pas non plus, tu es obligé de parler. Sinon, je te mets dehors de l'équipe. De un, j'ai pas ce pouvoir-là. Puis de deux, si lui aime ça travailler comme ça, c'est son truc. T'sais. Ouais. L'autre, ce qui est un plus grand défi, un peu, c'est quand on se retrouve avec que des gens d'un style,
en particulier, autant que des introvertis que des extrovertis, là, c'est un autre paire de manches. C'est vraiment quelque chose d'autre, puis ça va être difficile d'avancer à maturité avec une équipe qui a des profils identiques. Fait que les phases un peu, tu sais, moi personnellement, forming et storming, c'est ce que j'ai le plus vécu dans mes expériences en mandat. Norming et performing, c'est vraiment des stades rendus vraiment plus loin. À performing, sérieusement, le Scrum Master rendu là, il est là si l'équipe a besoin. Mais si l'équipe a besoin, va l'appeler, vous savez, comme viens, on est pris, on aimerait ça que tu facilites ce bout-là ou peu importe. Mais ça va aussi dans penser au fait qu'une équipe en forming, la première étape, a vraiment besoin d'un Scrum Master pour leur apprendre un peu et les accompagner vers c'est quoi que c'est supposé faire le corps du Scrum, par exemple. Puis rendu à performing, la dernière, c'est que là, tu vas avoir des devs qui vont s'être déjà euh, portés volontaires à faciliter des rétrospectives. Le PO, il sait quoi faire avec ses parties prenantes, il les invite tout le temps en revue, il y a des discussions avec, il parle avec les devs. Donc, tout le monde est à sa place et sur la bonne chaise et fait ce qu'il a à faire. Donc, en tant que tel, un Scrum Master, son but, à maturité d'équipe, c'est de se rendre absolument non nécessaire à l'équipe et d'aller accompagner une autre équipe qui part de plus loin, puis etc. comme ça. Sinon, pour vrai, à un moment donné, l'équipe est tellement mature que comment tu justifies ton salaire de gars qui dit jamais rien dans aucune rencontre? c'est un peu là, Tu je n'as plus de dirais. challenge. Même toi, tu n'auras plus de challenge. Ce sera en principe beaucoup moins Fait que passionnant je sais pour pas ce que vous en pensez, mais je pense que pour donner la solution versus laisser l'équipe y arriver par elle-même, on aurait fait pas mal le tour. Maintenant, Fabien, je t'inviterais à parler un peu du point que toi t'as mis suivant ça. C'était à quel point on est prêt à laisser l'équipe se planter par elle-même pour la faire avancer. Sujet très intéressant. Ouais, puis encore une fois, je pense que, à mon avis, plus tu es dans les phases donc, de norming et performing, tu auras plus tendance à dire à l'équipe, OK, ben, allez-y, faites-vous plaisir. L'idée, en fait, c'est ici, c'est plus euh, est-ce qu'on est prêt, et puis c'est jamais facile, hein, surtout dépendamment du contexte du mandat et les enjeux, à quel point on est prêt de se dire, ben, vas-y, allez-y les gars, allez droit dans le mur. Moi, je vous vois aller droit dans le mur, mais essayez-le pareil. Parfois, c'est une bonne façon d'apprendre, en fait, tout simplement de ses erreurs, mais à quel point on est prêt à faire ça c'est un autre sujet. Surtout si on est de nature plus contrôlante en tant que Scrum Master, enfin avec sa propre nature, ça peut être moins évident à aborder. Mais, euh, mais parfois, ça peut être des solutions qui peuvent valoir le coup pour deux raisons, en fait. La première, c'est que soit vous avez raison, l'équipe va vraiment dans le mur. Puis, ça fait un excellent sujet de rétro pour en reparler par la suite et voir comment on s'adapte et quelles leçons sont retenues de cette situation. Mais il peut aussi se produire l'effet inverse, en fait. Peut-être que l'équipe avait raison, puis on ne sait pas tout comme Scrum Master, et finalement, c'est nous qui avions tort. Donc, on pourrait en tirer nous-mêmes un propre enseignement à l'inverse de la situation. Donc, dans les deux cas, ça peut être intéressant à explorer. Souvent, moi, je recommanderais peut-être plus de laisser l'équipe se planter assez tôt dans le projet parce que s'il y a des solutions à retenir, idéalement, il faut les apprendre le plus tôt possible plutôt que plus tard. Donc, si on veut tout le temps être un filet de sécurité, peut-être qu'au bout d'un moment, les gens vont se dire: «Ah, mais il va toujours y avoir notre Scrum Master pour nous rappeler des affaires et tout». Non, si vous voulez grandir, si vous voulez gagner en maturité, parfois, il faut que vous fassiez des erreurs. Faut évaluer la grosseur des erreurs, mais faut laisser cette place-là à l'erreur. Encore une fois, faut que ce soit un risque mesuré et que l'effort et le gain associé à ça soit vraiment intéressant. On fait ça quand on est petit avec notre vélo et les petites roues en arrière. Puis si on n'enlève jamais les petites roues, moi personnellement, j'aurais un petit peu honte d'arriver avec ma gang de 16 ans avec mon vélo à petites roues en arrière. C'est un peu ça qu'on est des fois au début d'une équipe, des petites roues pour l'équipe. Fait que c'est des bons points que tu amènes là. Moi, je pense que, comme tu disais, dans l'agilité, se planter, ça fait partie de l'expérience. Scrum, c'est basé sur l'empirisme, comme l'agilité est basée sur l'empirisme, c'est-à-dire sur l'expérience vécue.
On ne fait pas du Scrum si on sait d'avance tout ce qu'il y a à faire. On peut, mais sauf qu'il y a plein d'affaires qui vont venir redondants dans le day-to-day. Scrum, c'est fait pour des choses assez complexes où il y a quand même des inconnus. Hein, si on fait que des choses qu'on connaît, on va y aller en Kanban, puis on va se mettre en mode livraison, puis that's it. Fait que c'est un peu ça d'intervenir au bon moment là-dedans, à quel point laisser l'équipe se planter. Ben, sérieusement, c'est vraiment du essai-erreur en tant que Scrum Master, puis c'est comme ça qu'on grandit. Puis ce que tu as appris en tant que Scrum Master dans un travail avec une équipe pendant 3 ans n'est peut-être pas la même chose avec ta nouvelle équipe que tu commences dès maintenant. Fait que s'adapter, s'inspecter, c'est pas juste pour les équipes, là, c'est aussi pour le Scrum Master. Puis on avait, parce qu'on a vraiment l'esprit tordu aujourd'hui, on voulait aussi aborder, mais dans l'effet inverse en fait, parce que souvent on parle de l'équipe qui doit se planter, mais on peut avoir des pressions externes, que ce soit client, partie prenante, gestionnaire de projet. À quel point on peut les laisser se planter, elles aussi. Dans le sens, je pense que beaucoup d'entre nous ont vécu des situations où on travaillait sur un projet, un produit ou un projet, hein, on peut remonter dans un cadre avant l'agilité et d'avoir des situations où on a un gestionnaire de projet ou un client qui est extrêmement pressant, qui veut tout avoir, la belle machine à une date bien précise, puis que l'équipe lui dit: «Non, mais c'est totalement irréaliste ce que tu me dis là». À quel point on est prêt à laisser ces personnes-là aller droit dans le mur, tout en leur mettant ce cadre-là de leur dire: «Regarde, moi je t'avertis qu'avec tout l'empirisme que l'on fait nous, tout ce que tu demandes pour une date X est irréaliste. Comment on s'adapte en conséquence? La personne en face de vous ne veut pas vous écouter. On est rendu le jour J, toutes les demandes que cette personne voulait, bah, finalement, c'est pas réaliste. On les a pas ce jour J. Comment on fait ça?» Donc, je voulais aussi pousser cette réflexion dans l'effet inverse, finalement, quand la pression vient en dehors de l'équipe, puis que l'équipe ne se fait pas écouter par cette pression-là externe. C'est un bon point, ça. Écoute, ça fait partie aussi du rôle du Scrum Master de s'occuper au niveau de l'organisation aussi. Par contre, à un moment donné, quand ça fait, et je le vis présentement, quand ça fait des mois que tu informes à chaque 2 semaines ou à chaque mois des problématiques qui, à chaque fois tu l'expliques, ça ne change pas, à un moment donné, la seule chose que je pourrais dire à la fin, c'est je te l'avais dit. Mais tu sais, le but, c'est pas d'avoir raison, mais le but, c'est comme tu peux pas me revenir après en disant que notre équipe était pas bonne. Si j'ai essayé d'engager la discussion avec toi pour faire changer les choses, puis il s'est rien passé. Par contre, j'ai vu des fois où il s'est passé des choses, puis qu'on a jasé de solutions, on a jasé de découper en différents livrables, d'aller redealer ça avec les parties prenantes ou le client. Sauf qu'à un moment donné, c'est là qui est touché. C'est que tu as beau avoir des équipes qui sont agiles, si le reste de l'organisation ne l'est pas, c'est pas mal plus difficile de faire arrimer les livraisons et d'avoir quelque chose d'ouvert psychologiquement aussi, sécuritairement et tout. Fait que l'équipe ne va pas voir généralement ces personnes-là. C'est surtout Scrum Master qui a la visibilité de ce niveau-là. Le PO va être au courant aussi parce que la plupart des fois que j'ai vu des PO, c'était aussi des gens qui rencontrent souvent les parties prenantes et le client, bien entendu. Fait que c'est surtout le PO puis le Scrum Master qu'il faut qu'il arrive à bien remonter ces choses-là. Et s'il n'y a rien qui se passe après, ben, je ne sais pas si toi, Fabien, tu as d'autres trucs, mais à un moment donné, je veux dire, parler à un mur, je ne m'attends pas à ce que le mur me donne une solution. Non, c'est tout l'enjeu en fait. Bah, tu l'as bien ciblé dans un contexte où une équipe se veut Scrum ou Kanban, ou du moins essayer de mettre en place de l'agilité dans une organisation où tout le reste ne l'est pas. C'est plus compliqué, hein. Ça se frotte plus à des têtes dures. Euh, Là où on peut amener aussi la réflexion, c'est que finalement, on a souvent tendance à mettre
la lumière sur ces différentes étapes de formation, storming, norming, performing, sur l'équipe en tant que telle, l'équipe Scrum, mais on passe par ces différentes phases également avec les clients, avec les parties prenantes, pour apprendre à collaborer ensemble et les différentes étapes pour avancer ensemble et gagner en maturité. C'est pas juste à l'intérieur de l'équipe, c'est aussi l'équipe avec le client, l'équipe avec l'organisation. Donc, ça passe nécessairement par de l'éducation auprès de l'environnement, en fait, autour de nous. Donc ça fait partie aussi des volets qu'un Scrum Master doit couvrir, en fait. Et souvent, pour ça qu'on a rigolé un peu dernièrement avec Michael, c'est que différence entre coach agile et Scrum Master, c'est quoi la différence? Parce que quand tu es Scrum Master, tu es supposé aussi bien coacher l'organisation, coacher donc le PO et ses interventions avec les parties prenantes que l'équipe Scrum en tant que telle. Donc ton travail ne s'arrête pas à l'équipe Scrum. Par contre, c'est vrai que c'est plus difficile de faire évoluer rapidement des mentalités à l'échelle d'une organisation parce qu'on va bien couvrir un public plus large qu'une équipe Scrum qui se résume à une dizaine de personnes où quand tu y mets le nez au quotidien dedans et que tu vis ces valeurs-là au quotidien, c'est plus facile finalement de faire grandir, enfin c'est supposé être plus facile de faire grandir l'équipe Scrum que l'organisation tout autour qui pourrait être plus éloignée de ces façons de faire là. Donc effectivement, je pense qu'on va plus souvent avoir tendance à aller droit dans le mur quand on fait face à l'extérieur de l'équipe Scrum. Et donc, comme tu dis, tu n'as pas voulu m'écouter, on rentre dans le mur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on s'adapte? Parce qu'il ne faut pas que la discussion s'arrête à on a été dans le mur, puis basta là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi la prochaine étape? Quelles sont les leçons retenues? Puis après, comme tu le disais, Mike, il y a quelques jours de ça aussi. Tu sais, tu peux laisser la personne se planter, puis dire, bon, là, on s'est planté, on s'en reparle. Puis on peut se laisser planter comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus et qu'on se comprenne. Mais c'est l'entreprise qui va payer, par exemple. Ouais, exactement. Écoute, pour moi, c'est ce qui ferait le tour de ce sujet-là. Je sais qu'on avait noté dans notre page de sujet pour aujourd'hui jusqu'où laisser monter le conflit. Mais par souci de temps, pour ne pas faire un épisode de 14 semaines, je me demandais si on pouvait effleurer peut-être ce sujet-là, puis Philippe pourrait nous annoncer ensuite le deuxième sujet qu'on avait pour cet épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bon, Soyons ça. très délicats alors. On fait juste Soit effleurer. parfait, et effleurons. Donc, jusqu'où laisser monter le conflit? Parce que le conflit, ça va arriver dans des équipes, surtout dans la phase storming. Forming, qui est la première, tout le monde se cherche un peu, puis c'est rare que ça l'arrive, mais c'est plutôt rare qu'il y ait des giga conflits à gérer. Mais Storming, la phase ne s'appelle pas comme ça par pur hasard. C'est généralement là que les tempêtes d'idées, les tempêtes de personnalité et que les gens, leur personnalité va ressortir plus à travers leur quotidien, donc dans tous les événements. C'est là qu'un introverti va avoir tendance à s'effoirer, qu'un extroverti va avoir tendance à prendre vraiment plus de place que d'habitude. Et puis, tout ça, ça peut être deux extrovertis qui se pognent, ça peut être toutes les combinaisons auxquelles vous pensez, ça risque d'arriver dans une équipe. Donc, le conflit en tant que Scrum Master, on l'observe, comme tout le monde dans l'équipe. À un moment donné, ça devient inconfortable. Puis, Fabien, tu avais sorti quelques techniques ou quelques pistes qu'on pourrait donner aux auditeurs, en fait, là, de comment bien gérer le conflit. Puis, on pourrait parler de ça en même temps en relation avec jusqu'où le laisser monter le conflit avant d'intervenir. C'est toujours ça notre premier sujet, quand s'ouvrir le bec ou pas. Tout à fait. En fait, il y a du positif tant et aussi longtemps qu'il y a la discussion. Puis quand on tombe dans des positions arrêtées où les personnes ne se parlent plus, puis ça devient juste finalement de monter un groupe de personnes avec une façon de penser les unes contre les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents niveaux d'escalade, en fait, d'échelle à laquelle on va franchir finalement avant de se rendre
à l'étape ultime qui serait la guerre nucléaire. Donc l'idée, c'est d'essayer d'agir le plus tôt possible dans ce niveau d'escalade-là, parce que c'est rare qu'on pète une coche puis qu'on en vient à l'affrontement finalement en l'espace de quelques minutes, hein. C'est souvent symptomatique de plusieurs petites étapes de perception, d'interprétation, de différences de point de vue qui gonflent au fur et à mesure du temps, puis de non-écoute de l'autre. Mais tant qu'on est encore dans une phase où les personnes se parlent, c'est encore un bon signe. Ça veut dire que ça va être plus facile finalement de faire redescendre cette échelle, parce qu'effectivement, le jour où on arrive vraiment à la guerre ultime, c'est très, 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 très compliqué de revenir en arrière, voire impossible. Donc, le plus tôt on agit dans ces situations-là, le plus de chances on aurait de résoudre ces conflits. Malheureusement, aujourd'hui, on est beaucoup dans une phase de télétravail. Ça devient plus difficile d'utiliser d'autres sens que juste l'écoute qu'on peut avoir sur le peu de rencontres qu'on aurait à distance, que quand on est dans une même pièce où finalement il y a deux développeurs qui se parlent puis qui se prennent la tête. On n'est pas nécessairement actif dans toutes ces échanges-là que les développeurs peuvent avoir les uns avec les autres, où on n'est pas nécessairement actif dans toutes les discussions, justement parce que on les visualise pas. Mais toujours est-il qu'il faut être capable de les attraper le plus tôt possible et de maintenir une discussion pour qu'on puisse finalement arriver à une résolution de conflit le plus tôt possible dans ce niveau d'escalade. Ça serait le premier point que je pourrais soulever. Est-ce que ça tente de rebondir là-dessus, Mike? Ouais, ben écoute, je pourrais peut-être expliquer vite fait cette espèce d'échelle-là, qui était que les premiers points que tu as parlé, où c'est encore gérable, la discussion, puis où on peut encore tirer les rênes un peu pour ramener ça vers de passer carrément à l'acte et que ce n'est plus un débat, ce n'est plus un conflit par la suite. C'est vraiment la première étape souhaitable. Dès qu'on commence à tomber dans la deuxième étape de cette échelle-là, où ce qu'on est plus dans les préjugés, faire perdre la face aux gens, quasiment des menaces rendues là, c'est vraiment une situation gagnant-perdant. Puis là, on s'éloigne totalement du but de ça. Rendu là, c'est encore récupérable, mais c'est vraiment, c'est pas dans 15 minutes qu'il faut intervenir. Il faut vraiment prendre la parole, faciliter la discussion rendu là. Et où ce que c'est vraiment comme quasi irrécupérable, c'est lorsque on est rendu dans l'objectif d'éliminer l'autre personne. Ça, c'est le dernier bout de l'échelle de conflit en haut, où ce que c'est carrément de l'attaque par-dessus attaque, puis on a du perdant-perdant. Il n'y a personne qui va gagner là-dedans. C'est ouais, mais tout est gros, ouais, mais tout est laid. Tu sais, on va arriver dans on dirait qu'on est à la cour d'école, puis il se passera rien de brillant avec cette conversation-là. Fait que dans ce temps-là, il vaut mieux mettre fin à la rencontre, gérer le malaise. Et ça serait ma suggestion vraiment, parce que plus qu'on laisse étirer cette dernière étape-là, euh, plus que ça va être très difficile de ramener ces gens-là à travailler ensemble après. Parce qu'on connaît l'être humain, là, être rancunier, ça fait partie de nous tous. C'est quelque chose qu'il faut tous travailler. Fait que c'était peut-être un peu le survol de cette échelle de conflit-là. Puis pour aider détecter quand ça passe dans différentes étapes de cette échelle-là, c'est vraiment quand vous sentez encore que ça peut être gagnant-gagnant, la solution, c'est toujours très récupérable. Il faut juste faciliter bien comme il faut, avec un objectif. Quitte à rappeler c'est quoi l'objectif à chaque 2 phrases que le Scrum Master va dire dans sa facilitation, c'est encore récupérable. Dès que vous sentez que quelqu'un prend le dessus puis commence à vouloir descendre l'autre, là, il faut stopper cette hémorragie-là le plus vite possible. Sans ça, c'est vraiment plus difficile. C'est sûr qu'on fait un survol. On avait dit qu'on effleurerait ce sujet-là. On pourra en parler plus dans un épisode futur. Mais c'était un peu où on s'en allait pour cette introduction-là de conflit. Tu parlais aussi, Fabien, du besoin peut-être de delegation poker. Peut-être que c'est pas clair les rôles et responsabilités dans l'équipe. Ouais, c'est des possibilités. Encore une fois, je pense que c'est un outil que si vous ne connaissez pas, je vous invite à le chercher sur les internets.
les interwebs. Mais la delegation poker, ça peut être une manière justement de clarifier c'est quoi les attentes que l'on veut que l'autre ait dans certaines situations, dans certains contextes. Donc justement, voir est-ce que moi je suis prêt à déléguer à 100% une tâche, ou à l'inverse, est-ce que cette personne-là, moi je veux avoir le contrôle sur certaines parties de code, sur certaines priorisations, je sais pas, n'importe quoi. Mais ça peut être un objet de discussion. De la même manière, et ça pourrait être un sujet à part entière, donc comprendre la systémie de l'environnement autour de soi. Donc comprendre finalement que dans certains contextes, une personne pourrait être dans une position A, l'autre dans une position B, puis les deux ont deux perspectives différentes. Donc comprendre justement que ces perspectives-là soient différentes, et que dans certains contextes, une personne pourrait avoir un besoin parce que le système autour de lui demande ça. Donc, on pourra aller creuser le détail par la suite de pourquoi il faut certains besoins. Mais parfois, le problème n'est pas juste à l'échelle de ces deux personnes-là. Ça peut être plus en retrait, dû à un contexte que chacun vit, des besoins que chacun a, sans ignorer en plus l'état d'humeur, l'état d'esprit dans lequel les personnes sont à ce moment-là. Mais c'est ce qui fait que c'est tellement complexe qu'on ne va pas le détailler là. Ultimement, je vous dirais que, et ça c'est le dernier outil qu'on peut se parler aujourd'hui par rapport à la résolution de conflits, c'est plus la posture que vous pouvez avoir, puis c'est jamais facile. Mais ça serait, là je vais parler plutôt du triangle de Karpman. Donc l'idée c'est plus, face à ce conflit, comment vous intervenez. Donc l'idée c'est de ne pas tomber dans une des trois postures qui serait compromettante pour aider à la résolution du conflit finalement. Puis on y reviendra, hein, vous inquiétez pas par rapport à ce fameux triangle de Karpman aussi. Mais on ne veut pas soit se poser se mettre dans la position de la victime, donc dire c'est toujours ma faute, c'est ma faute à moi, c'est nanana, toujours. Enfin en tout cas la personne qui s'auto-blâme, s'auto-flagelle, soit dans la position du persécuteur. Donc c'est de ta faute, ça a toujours été comme ça, puis c'est juste à cause de toi que ça marche pas. Ou à l'inverse, la position de sauveur, qui forcément ne serait pas forcément la position la plus utile dans ce contexte-là, de dire oui, mais moi je veux aller aider la victime, je vais aller sauver tout le monde, je suis le super-héros. Donc l'idée, ça serait dans l'étape de résolution de conflit, de ne pas tomber dans ces trois positions-là finalement. Puis c'est vraiment pas évident, par exemple. Ouais, c'est juste pour être sûr que tout le monde a bien compris, c'est le triangle de Karpman avec un K, et c'est pas Cartman dans South Park, là. C'est juste, on parle pas de la même chose. Ouais, parce que lui, il est par exemple tout le temps dans la position du persécuteur, lui. Je vous C'est un bon emmerde exemple. et je rentre à la maison. Respectez mon autorité. Fait que je pense, Philippe, ça serait le temps d'annoncer le deuxième sujet de cet épisode. Donc, par rapport à tout ça, dans un contexte dans notre contexte, pourquoi est-ce que parfois le silence peut être un bon moyen d'enseigner quelque chose? Puis comment faire pour utiliser le silence pour enseigner quelque chose? Là, j'ai laissé volontairement un silence. On dirait qu'on voulait niaiser Philippe là-dedans, mais dans le fond, par défaut, le silence est extrêmement puissant. Parce que quand on tombe dans des systémies que, genre, l'équipe attend tout le temps à ce que quelqu'un vienne les sauver dans quelque chose qui n'est pas clair ou quelque chose qui n'avance pas, puis qui n'a pas encore compris en tant qu'équipe que c'est à eux d'arriver à s'entendre sur quelque chose. Si par exemple on prend le rôle du Scrum Master qui serait mis en espèce de super-héros, puis que l'équipe attend tout le temps qu'il intervienne pour avancer ou pour s'améliorer, le silence est très bon à faire en tant que Scrum Master, même si les gens vous posent des questions, à caméra ouverte, de faire semblant qu'on n'a rien compris, de les laisser un peu se fondre dans le malaise du silence, parce que l'être humain, par défaut, va toujours tenter de meubler les silences. C'est là que l'expression des silences confortables existe. Quand vous êtes avec des gens que c'est vraiment cool, que vous avez une bonne relation avec eux, on se retrouve sur le bord d'un petit feu de camp, puis il se dit rien, puis c'est vraiment du bon temps. C'est rare, ça, dans la vie, les gens avec qui, surtout dans un environnement de travail, que vous allez pouvoir faire ça.
Fait que le silence est quelque chose d'assez fort pour leur renseigner que c'est à eux de trouver ça, d'arriver. Le malaise qu'ils vont vivre va générer une espèce de OK, bon, grouille, là, arrive avec une solution, buddy, là, on ne peut pas rester en silence toute la vie. Mais le silence peut aussi générer du conflit, comme on vient de parler aussi. Fait que c'est de faire la part des choses en tant que Scrum Master aussi. Si toutes vos interventions, c'est de jamais rien dire, ben là, il y a un problème à quelque part. Là où j'aime bien le silence aussi, c'est parce qu'il peut être acteur et facteur de surprise en fait. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Michael, effectivement, un des rôles en tant que Scrum Master, c'est de s'effacer au fil du temps, donc de devenir, faire en sorte que l'équipe soit le moins dépendante de nous le plus possible. Donc c'est sûr que le jour 1, on va pas passer notre journée à se taire puis à rien dire, mais là où je veux en venir, c'est que ça peut être surprenant parce que ça peut permettre de développer justement de l'autonomie de la part de certains membres de l'équipe. Puis vous pourriez être surpris via le silence de voir que certaines personnes qui ont tendance peut-être à moins parler dans un premier temps, à être plus discrètes ou qui semblent être plus introverties, de se faire leur place. Et ça peut être une occasion aussi pour elles de se faire leur place au sein de l'équipe, de voir que quand tu laisses un silence couler, ben, que la personne rebondisse dans la discussion, puis qu'elle-même, finalement, elle commence à gagner en crédibilité auprès des yeux des autres. Donc là, encore une fois, c'est quand on est Scrum Master, on ne va pas prendre tout le crédit de tout ce qui se passe, puis être le sauveur dans toutes les situations. Vous pourriez être surpris, en fait, à l'inverse, en laissant du silence, que de voir que certaines personnes vont finalement prendre ce leadership à votre place. Exactement. Puis ça laisse aussi place à la réflexion, tu sais, en sous-point de qu'est-ce que tu disais. C'est que, puis peu importe c'est qui fait le silence, je pense que c'est important de laisser place à la réflexion. Les questions que l'équipe peut se poser des fois, c'est pas genre qu'est-ce que tu as le goût de manger à midi. C'est des trucs qui peuvent aller dans l'architecture de solutions, qui peuvent aller. C'est pas des trucs que les gens maîtrisent puis qui vont sortir après une seconde que tu as posé la question. C'est normal de laisser mijorer tout ça un peu dans leur tête. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait tout le temps des réponses back-à-back dans les événements. Surtout au terme de grooming ou les tres amigos un peu qui va parler plus à un haut niveau de qu'est-ce qu'il faudrait faire comme feature ou comme story. Donc, c'est vraiment important de laisser place à la réflexion. Puis, quoi de mieux que le silence pour les laisser penser? Je sais pas pour vous, mais moi, si quelqu'un est toujours en train de parler puis il me pose une question déjà, je suis en train d'écouter ce qu'il me dit, je suis pas en train de penser à la question qu'il m'a posée. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est un peu là aussi vers la direction vers laquelle je voulais m'en aller, c'est que c'est ça demande au monde en fait de réfléchir. Puis si jamais, puis c'est une autre thématique avec les questions puissantes, vous essayez de faire une intervention justement pour amener à réfléchir et à creuser, ça peut être aussi une période pour digérer l'information que vous venez de transmettre. Donc, laisser la place aux personnes de «Oh OK, j'avais pas vu ça de ce point de vue-là. OK, mais» tu sais, c'est comme ça dans ce processus de réflexion finalement, il y a cette étape de digestion de l'information, puis comme tu dis, c'est exactement ça, hein. Si tu fais juste envoyer de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, au bout d'un moment, tu as juste pas le temps de le digérer. Donc, tu sais, c'est comme tu peux bien te gaver de burgers toute la journée, mais tu sais, c'est comme si tu te laisses pas le temps de le digérer, tu n'auras pas plus de plus-value de tout ce qui vient de se dire. Exactement. Quand que ma bouche est pleine de burgers, j'ai pas de place pour un beignet. Laisse-moi digérer mon burger avant. En tout cas, moi, personnellement, moi, j'apprécie énormément quand vous ne parlez pas. Fait que, ceci Bon, étant c'est dit, fin ça. est-ce que c'est justement, est-ce que c'est tout le temps au Scrum Master de faire tout ça? Est-ce que c'est tout le temps au Scrum Master de laisser le silence ou de parler, de donner la piste ou d'être conscient qu'il peut avoir des améliorations à amener? Euh, je peux y aller, Fabien, tu complètes. Moi, je pense que ça arrive souvent au début d'une équipe, là, quand on est en stade de forming puis storming, que c'est le Scrum Master qui fait ça. Mais comme sa job, c'est à un moment donné de plus s'effacer,
il faut qu'il coach ces choses-là au reste de l'équipe pour qu'à un moment donné, il soit plus nécessaire à l'équipe dans la phase de performing à la fin. Donc, moi, je pense que ça arrive souvent, très, très souvent. Là, c'est même presque tout le temps dans les équipes que j'ai eues qui étaient en forming, pas en storming, qu'il n'y a personne vraiment qui a pris le lead à prendre ses coins silence, puis que quand quelqu'un dit quelque chose, puis qu'il n'est pas d'accord, ou c'est pas comme ça qu'il voyait ça, sans aller dans le conflit, hein, tu peux ne pas être d'accord, puis on encourage les gens de ne pas être d'accord aussi. Là. C'est important de faire la nuance entre ne pas être d'accord et avoir un conflit. Mais c'est souvent le rôle du Scrum Master parce que personne ne le fait. Mais c'est-tu à lui de tout le temps faire ça à maturité? Moi, je pense que non. Puis est-ce En que, Vas-y, dans vas-y. le fond, le Scrum Master, est-ce qu'il y a un. Là, je veux demander, est-ce qu'il peut donner des outils, est-ce qu'il peut donner des pistes, est-ce qu'il y a tu sais, quand on parle dans des stades plus de norming, de performing, de dire, de donner les outils pour permettre aux gens de parler, d'exprimer par rapport à ces choses-là. Ouais, en fait, bah, beaucoup de ces outils, selon moi, sont des outils qui sont extrêmement utiles dans ta vie de tous les jours. Pas nécessairement juste au bureau. Ça peut être dans ta vie de tous les jours. Tu as intérêt à connaître ces outils-là. Donc, quelque part, je pense que tout le monde aurait à y gagner d'avoir ces différents outils. Donc, effectivement, si les Scrum Masters les a, c'est à lui de les transmettre. Par contre, et ça vient un petit peu dans une phase de coaching. Tu sais, il y a pas juste du coaching en Scrum. Tout le monde peut être coach plus ou moins à son niveau. Je veux dire, un développeur qui est ultra senior pourrait coacher un développeur qui est junior. Pareil pour des product owners. Donc, tu sais, c'est comme tout le monde a gagné quelque part avec ça. Donc, à l'inverse, en fait, même une équipe où des personnes sont seniors ou ont de l'expérience sur de la vie, tout simplement, tu sais, faudrait que ça vienne de tout le monde. Puis tout le monde peut faire sa place en disant, regarde, moi, dans ma vie personnelle, parce que c'est beaucoup des exemples d'interaction entre les êtres humains qu'on essaie de développer. Puis ça, tout le monde le travaille au quotidien. Tout le monde a déjà parlé avec une personne au moins une fois dans sa vie, j'imagine. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que ces idées-là peuvent venir de l'extérieur. Puis, de par le vécu que chacune des personnes dans l'équipe peut avoir en dehors ou dans l'équipe ou sur des précédents projets, peuvent être ambassadeurs et ambassadrices de ces idées et de ces outils-là, finalement. Donc, un Scrum Master qui est super junior pourrait avoir à apprendre d'une équipe qui, elle, est très mature. Et à l'inverse, un PO qui est senior pourrait accompagner un Scrum Master qui est junior. Donc, nécessairement, ça ne doit pas toujours venir du Scrum Master dans ce sens-là. Et c'est pour un petit peu boucler la boucle de nos sujets aujourd'hui, c'est que c'est la raison pour laquelle, quand on est Scrum Master, c'est peut-être pas forcément il n'est pas forcément bon d'intervenir tout le temps et d'avoir tout le temps envie de déballer toute notre panoplie d'outils, parce que la solution peut venir de l'équipe et on pourrait être surpris finalement, pour en revenir un petit peu à ce que je disais au tout début, on pourrait être surpris par l'équipe et elle-même pourrait nous enseigner des choses que nous-mêmes nous ne savions pas, parce qu'attention, on n'a pas la science infuse et on ne sait pas tout sur tout non plus. C'est un très bon point. Ça finit très bien les sujets de l'épisode 3. En fait, tu sais, euh, le Scrum Master est un leader-serviteur à l'équipe. S'il fait des choses juste pour lui, pour sa carrière, dans le but d'apprendre des choses, mais que ça ne sert pas à l'équipe, fais ça sur ton temps libre, man. Ça faisait beaucoup de sujets, hein, pour aujourd'hui, mais je trouve qu'on a réussi quand même à pas mal se timer. On s'est canalisé pas mal, je trouve. On est pas mal pour notre troisième podcast, qu'il faut le dire. Ça nous rajeunit pas tout ça, hein, quand même. Ah oui, on fête Très bien, notre Gabriel. 3e épisode. Des bouteilles de champagne. J'étais tellement jeune lors du premier enregistrement. Je me rappelle, on était haut de même. Ah ouais, ouais. Tu m'enverras un email de ton geste, Philippe, s'il te plaît. Je te rappelle, c'est Oui. en audio. Absolument. Donc, ben parfait. J'aimerais remercier tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter si vous voulez qu'on développe sur des sujets connexes à ça ou sur d'autres sujets carrément.
Même si notre backlog regorge déjà de sujets pour faire l'épisode 7844, peut-être que le vote va nous intéresser plus à l'attaquer avant et ça va peut-être nous motiver à enregistrer des podcasts plus rapidement. Comme ça, on n'aura pas 64 ans quand on va terminer ce podcast-là. Absolument bien dit. Fait qu'on remercie tout le monde, puis on se dit à la prochaine, les poulets, et au prochain épisode. Mais oui. Bah! Les poulets à Jim. Paca!